Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'était l'un de ces rares après-midi anglais où la pluie, pour une fois, décidait de faire preuve de pitié. L'auberge de campagne où nous nous trouvions était un établissement plutôt pittoresque. Une relique à pans de bois avec des planchers grinçants, des napperons sur toutes les surfaces et un salon qui sentait légèrement l'eau de rose et le chou trop bouilli. Poirot, bien sûr, l'avait déclaré charmant et rustique. Au moment où nous sommes entrés, même si je soupçonnais qu'il trouvait le décor tout aussi offensant que les scones trop farcis. « Il y a une sorte de paix ici, Hastings, » murmura-t-il, en remuant sa tisane, avec une précision exagérée. Un lieu calme et ordonné, et un papier peint irrégulier. « Vraiment, Poirot, ris-je, tu te plains du papier peint même à la campagne ?» Il se pencha en arrière avec un soupir. « Ce sont les petites choses, mon ami. Le tableau tordu, les fauteuils dépareillés. De telles imperfections, le chaos commence. » Nous avions pris le week-end loin de Londres, à la demande du docteur Greystone, qui insistait sur le fait que l'esprit de Poirot avait besoin de repos. Même si un cerveau comme le sien a toujours besoin de repos. Reposer me dépassait. Même dans le cadre paisible, il inspectait notre environnement comme un faucon avec un monocle. Alors que nous sirotions un thé dans le salon, le tic-tac de l'horloge étant le seul concurrent au crépitement du feu, j'ai pensé que nous pourrions vraiment profiter d'un séjour sans incident. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter, lorsque la porte s'est ouverte en grinçant et qu'une femme nerveuse est entrée, son chapeau de travers, ses yeux brillants comme si elle fuyait des ombres. J'ai immédiatement reconnu son expression. Quelqu'un était venu avec un problème, et Hercule Poirot, bien qu'il soit en vacances, n'a pas résisté. La femme s'est approchée de notre table avec la prudence d'un chat en territoire inconnu. Elle serra son sac à main à deux mains, tordant anxieusement la bandoulière. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais êtes-vous monsieur Hercule Poirot ?» Poirot ne leva pas les yeux au début. Il s'essuya délicatement les lèvres avec sa serviette, puis la plia avec une propreté rituelle avant d'acquiescer. « Vous avez raison, madame. Je m'appelle Hercule Poirot, ancien policier belge, actuellement détective privé. Et ça, » il fit un geste avec un léger sourire, « est mon estimé ami et associé, le capitaine Hastings. » Elle offrit un petit sourire bancal et se présenta comme Madame Flora Ridley. « Je m'excuse de mon intrusion. Oh mon cher, je ne suis même pas sûr que ce soit le genre de chose pour laquelle on s'adresse à un détective. » Poirot se pencha en avant, les yeux plissés d'intérêt. « Mais madame, déjà je suis intrigué. L'hésitation dans votre voix, la façon dont vous saisissez votre sac à main, la lueur de peur dans vos yeux. Il est clair que quelque chose vous trouble profondément. S'il vous plaît, dites-moi tout. » Madame Ridley s'assit et jeta un coup d'œil autour de la pièce avant de baisser la voix. « Il s'agit d'une fille, d'une baby-sitter que j'ai engagée. Rien ne lui est arrivé, moi, et j'ose dire que la police n'a rien trouvé d'anormal non plus. Mais ça ne me convient pas. »« Ah !» dit doucement Poirot. « La question de l'instinct, c'est une chose puissante, n'est-ce pas? Continuez, madame. » Elle hocha la tête. « Il y a 3 nuits, elle est venue s'occuper de mon petit-fils, une fille douce et calme, mais elle n'est jamais revenue. » J'ai froncé les sourcils. « Peut-être que je me suis enfui avec un copain ?» Madame Ridley secoua la tête. « Non,
Elle a tout laissé derrière elle, son manteau, son sac à main, même ses chaussures. Je l'ai embauchée par l'intermédiaire d'un voisin, a commencé Madame Ridley. Son nom était Emily Harkwell. Très calme, très polie. Le genre de fille qu'on remarque à peine, mais dans le bon sens, tu comprends. Poirot hocha la tête en signe de compréhension. Discret, fiable, modeste, des qualités idéales pour quelqu'un à qui on confie un enfant. Elle était venue 2 fois auparavant, aucun problème, mais cette nuit-là, elle s'interrompit, visiblement luttant pour s'expliquer. Quelque chose n'allait pas. Poirot croisa les doigts. « What exactly occurred, madame ?»« Peu précise, s'il vous plaît. » Madame Ridley se redressa. « J'avais un petit dîner auquel je devais assister dans le village. J'ai quitté Émilie à 6h30. Mon petit-fils, Georges, a 3 ans. Il avait déjà dîné et était presque prêt à se coucher. Tu es revenu quand ? Juste avant minuit. Il n'y avait aucun signe d'elle. La porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. Le garçon dormait profondément. Et ses affaires, son sac à main, son manteau, le tout dans le couloir, intact. Poirot fronça les sourcils. Et la fenêtre, tous fermés, enfin, sauf celui de la chambre d'enfant. Celui-là était fissuré, mais j'ai supposé qu'elle l'avait ouvert pour aérer la pièce. Aucun signe de lutte ? Aucun. La maison était exactement comme je l'avais laissée, sauf qu'elle était partie. Poirot se rassit, se tapotant la lèvre du doigt. Et qu'a dit la police ? Ils ont supposé qu'elle s'était enfuie. Aucune note, aucun signe d'acte criminel. Alors ils ont conclu qu'elle était simplement partie. Mais il pleuvait beaucoup. Son parapluie était toujours dans le stand. Elle n'était pas du genre à sortir sans préparation, et certainement pas à disparaître sans le dire à personne. Hastings marmonna. « C'est étrange, ça. » Les yeux de Poirot brillèrent. En effet, Hastings, une jeune femme disparaît dans la nuit, laissant derrière elle ses biens, ses vêtements d'extérieur, ses moyens de communication et même ses chaussures. Et pourtant, elle ne fait aucun bruit, aucun désordre, aucune scène. Ce n'est pas l'œuvre de la spontanéité, c'est soit très délibéré, soit très forcé. Il se tourna vers Madame Ridley. « Je vais me pencher sur cette affaire, madame. Vous dites que ce n'est pas un crime. Je dis, laissons les faits décider. » Elle poussa un long soupir de soulagement. « Merci. Je devais demander à quelqu'un. » Alors qu'elle quittait la pièce, Poirot attrapa sa tasse de thé, faisant tournoyer le liquide restant, comme s'il pouvait contenir des réponses. « Elle a disparu, » dit-il doucement, mais pas sans raison. Et la raison, Hastings, est toujours détectable pour l'esprit qui la cherche. Émilie était du genre calme, a déclaré Madame Ridley, en croisant fermement les mains sur ses genoux. Polie à l'extrême, toujours en avance, toujours bien habillée, mais jamais voyante. Il y avait quelque chose de démodé chez elle, de la meilleure des manières. Poirot, assis dans une posture parfaite, offrit un subtil signe d'encouragement. « Allez, madame, vous étiez sur le point de dire « Il s'est passé quelque chose d'inhabituel cette nuit-là. » Elle hésita. Ce n'est pas inhabituel dans le sens d'un mauvais comportement, non. Mais j'avais le sentiment qu'elle était mal à l'aise. Elle n'arrêtait pas de regarder vers la fenêtre, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un vienne sur le chemin. J'ai demandé si quelque chose n'allait pas, et elle a juste souri et a dit qu'elle était fatiguée. Poirot croisa les doigts. Une réponse vague. Souvent, madame, ce flou cache non la vérité, mais la peur. Le visage de Madame Ridley se pinça. « Tu penses qu'elle avait peur ?»« Je pense, » dit doucement Poirot, « qu'elle avait peut-être des raisons de l'être. » Elle regarda vers la fenêtre pleine de pluie. C'était une terrible tempête, des nappes de pluie, du tonnerre qui a secoué la cheminée. Personne ne serait sorti volontairement cette nuit-là, même pas pour faire du mal.
Pourtant, la police a dit qu'elle s'était simplement enfuie, ai-je ajouté. Ils n'ont trouvé aucune autre explication, a-t-elle répondu. Mais je savais, dès que je suis entré dans la maison, que quelque chose n'allait pas. Georges dormait profondément, oui, mais l'endroit tout entier semblait creux, comme si quelque chose de terrible s'était produit après mon départ. Poirot se pencha en avant. Ce ne sont pas seulement les faits qui comptent, madame, mais aussi la manière dont ils sont ressentis par les personnes impliquées. Ce que vous décrivez n'est pas une fille qui a fui, mais une fille qui a disparu contre son gré. Et ça, il se tapota la tempe, est un casse-tête de caractère, ce qui, j'ose le dire, m'intéresse beaucoup. Je pouvais le voir clairement, la lueur indubitable dans les yeux de Poirot, cet intérêt particulier qui signifiait que toute idée d'un week-end reposant à la campagne avait disparu avec Miss Emily Harkwell. « Poirot, dis-je prudemment, tu ne penses pas sérieusement à t'impliquer. Ce n'est peut-être rien de plus qu'un drame de village idiot. »« Ah, mon ami, » répondit-il en agitant sa serviette, « mais la vie est faite de drames petits et grands. Et celui-ci, comme il est curieux. » Il se leva et lissa son gilet. Une jeune femme, de nature prudente, disparaît au milieu d'une tempête, laissant derrière elle ses biens, notamment ses chaussures. Ce n'est pas l'action d'une impulsion, non, non, c'est délibéré ou c'est désespéro, et les deux méritent d'être compris. « Vous supposez quelque chose de sinistre, dis-je. »« Je ne suppose rien, corrigea-t-il. J'observe, je pose des questions, et je détecte. » Madame Ridley lui tendit un petit morceau de papier plié. Voici son adresse. Elle logeait dans le village, chez Madame Botterick. Peut-être que quelqu'un là-bas en sait plus. Poirot s'inclina. « Merci, madame. Laissez-le à Hercule Poirot. La vérité, même si elle se cache discrètement, sera découverte. » Et avec ça, notre week-end de repos est devenu un week-end de mystère. Le domaine Ridley se dressait à la lisière du village tel un monarque vieillissant, majestueux mais plus royal. Ses murs de pierre, autrefois immaculés, étaient veinés de lierre et de taches du temps, et le portail, en fer forgé, laissait échapper un gémissement à notre passage, comme pour protester contre l'arrivée d'étrangers. Poirot, marchant à côté de moi, les mains soigneusement jointes derrière le dos, inspectait la maison avec cette curieuse expression qu'il réservait aux énigmes non résolues et aux couverts mal disposés. « Ah, Hastings, dit-il doucement, vous voyez la décadence? Ce n'est pas seulement dans les briques, mais dans l'air. Il y a une fatigue dans cet endroit, un malheur. Pour moi, cela ressemble à une vieille maison qui aurait besoin d'une bonne couche de peinture. Oui, et parfois c'est tout. Mais ici, il se tapota la tempe. Ici, je ressens quelque chose de plus lourd, un poids qui appuie, comme la culpabilité de porter un gant de velours. Nous avons été accueillis à la porte par la gouvernante, une grande femme anguleuse nommée Mademoiselle Cray, qui nous regardait avec une curiosité confinant à la désapprobation. Elle nous a conduits à travers un couloir étroit, bordé de portraits poussiéreux, jusqu'à un salon sombre, où Madame Ridley nous attendait assise. « J'ai informé Andrew que vous étiez là, » dit-elle, en nous asseyant avec la raideur de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'accueillir des visiteurs. « Il va bientôt descendre. » Poirot jeta un coup d'œil autour de la pièce, remarquant le léger désalignement des coussins du fauteuil et la tache sombre sous la table d'appoint. « Votre maison est très évocatrice, madame, » dit-il, ce qui, je le savais par expérience, pouvait signifier tout, de charmant à suspect. Bientôt, des pas résonnèrent dans l'escalier, lents et délibérés. Un homme entra, grand et aux traits pointus, avec l'air de quelqu'un qui autrefois retenait l'attention,
mais qui préférait maintenant l'éviter. « Andrew Ridley, dit-il. Alors vous êtes le détective. Vous venez semer le trouble dans une maison qui en a déjà assez. » Poirot se leva et s'inclina doucement. « Non, monsieur, je suis venu uniquement pour découvrir la vérité. Problème, je laisse aux autres. » Et c'est là que l'enquête a véritablement commencé. Si jamais une maison pouvait parler, le domaine Ridley aurait pu murmurer des histoires derrière chaque rideau et dans chaque plancher grinçant. Et alors que Poirot commençait ses entretiens polis mais pointus, il devint évident que la vérité était enfouie sous des couches de vieilles blessures et de mensonges soigneusement sélectionnés. D'abord, il y avait Andrew Ridley, le fils de feu, Madame Ridley, et veuf d'une femme que j'ai recueillie, était décédé dans des circonstances vagues et malheureuses des années auparavant. Il m'a semblé être un homme se préparant perpétuellement à des accusations, même si aucune n'était encore arrivée. Elle n'était qu'une baby-sitter, dit-il avec dédain. Calme, a fait son travail, je lui ai à peine parlé. Si elle s'est enfuie, je ne suis pas surpris. Ce genre de fille veut toujours quelque chose de plus que ce qu'on lui donne. Et pourtant, Poirot répondit doucement, elle n'a même pas pris son sac à main, ni son manteau, pas même ses chaussures. Elle a disparu pieds nus dans la nuit, monsieur. C'est inhabituel. Andrew offrit un sourire froid. Alors peut-être qu'elle était plus inhabituelle que nous le pensions. Vint ensuite mademoiselle Daphné Cray, la gouvernante, et ancienne gouvernante du jeune George. C'était une femme mince et tendue, peut-être dans la trentaine, avec une bouche pincée et des yeux qui brillaient d'énergie nerveuse. Je ne me souciais pas d'elle, admis Miss Cray sans hésitation. Émilie était trop calme, vous connaissez le genre, toujours à regarder, toujours à écouter. Elle mettait l'enfant mal à l'aise. Poirot pencha la tête. L'enfant l'a dit, mademoiselle. Non, a-t-elle admis après un moment, mais les enfants sentent les choses. Poirot sourit faiblement, tout comme les femmes de ménage. Puis il y a eu madame Edith Plumley, le voisin qui avait présenté pour la première fois Émilie au Ridley. Un homme occupé du plus haut niveau, avec des joues comme des pommes et une voix comme des brindilles sèches qui claquent. Elle venait de Londres, je crois, dit-elle confidentiellement. Jolie fille, un peu secrète, mais jamais grossière, gardée pour elle-même, le type dont on ne s'attendrait jamais à faire des histoires. Et pourtant qu'elle n'est pas revenue. Dites-moi, madame. Poirot se pencha légèrement en avant. A-t-elle déjà mentionné avoir eu peur ou suivi? Madame Plumley fronça les sourcils. Eh bien, maintenant tu en parles. Elle a dit quelque chose d'étrange la semaine dernière. Quelque chose comme « Je pense que quelqu'un du passé m'aurait peut-être reconnu. » Mais elle en a ri. Je n'ai pas insisté sur elle. « Ah !» dit Poirot, presque pour lui-même. Le passé n'est jamais aussi fini qu'on aime le penser. Enfin, nous avons découvert docteur Léonard Val, le médecin du village, qui avait récemment pris l'habitude de visiter plus fréquemment le domaine. Des contrôles de routine, a-t-il expliqué. Le système immunitaire de George est encore un peu fragile. Poirot l'observait attentivement. Et mademoiselle Harquel, lui avez-vous déjà parlé? Quelques mots. Cela semblait nerveux, mais beaucoup de gens le sont, autour des médecins. Ou des détectives, murmura Poirot. Le docteur eut un sourire crispé, touché. Au moment où nous sommes retournés au salon, j'avais l'impression d'être entré dans une pièce de théâtre pleine de personnages, chacun cachant une page du scénario. Poirot, cependant, avait l'air satisfait. « Tout le monde a parlé, dit-il, mais personne ne nous a dit la vérité, pas encore. Hastings, c'est vraiment très révélateur. » C'était une sensation curieuse d'entrer dans la chambre d'enfant, où Emily Harquel avait été vue pour la dernière fois. On s'attend à ce qu'une telle pièce soit chaleureuse et sûre,
remplie du doux parfum de poudre et des échos de berceuses. Mais ici, il y avait une sorte de malaise tranquille qui flottait dans l'air comme un parfum oublié. Poirot se déplaçait lentement, prenant en compte chaque détail avec sa minutie habituelle. Il ne touchait à rien, mais observait tout. « La chaise à bascule, dit-il aussitôt, il a été déplacé. » J'ai cligné des yeux. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Il montra les planches polies. Là, sous les jambes, la poussière n'est pas remuée. La chaise n'était pas là il y a 3 nuits. Il avait été placé ici plus tard. Pourquoi? Peut-être que quelqu'un s'est assis là après son départ. Ou peut-être que quelqu'un voulait donner l'impression qu'elle était assise ici. Poirot répondit doucement. Une différence subtile, mon ami, mais d'une grande importance. Il se dirigea vers la fenêtre, encore légèrement d'entr'ouverte, même s'il faisait froid dehors. Il appuya 2 doigts contre le cadre, l'inspectant à la recherche d'empreintes ou de rayures. C'était une fille prudente. Madame Ridley nous l'a dit. Laisserait-elle la fenêtre d'une crèche ouverte en cas de tempête, avec un enfant à l'intérieur? Peut-être pour laisser entrer un peu d'air. Poirot émit un son de désapprobation. Il a beaucoup plu cette nuit-là. Les rideaux sont secs. Pourtant, cette fenêtre est ouverte, ce qui veut dire qu'il a été ouvert après que la tempête soit passée. Il se tourna vers le berceau. Le jeune Georges n'était pas dans la chambre. Il était, je suppose, dehors avec la gouvernante ou l'infirmière. Mais le lit avait clairement été dormi. Les couvertures étaient légèrement ébouriffées, un lapin en peluche renversé aux pieds. Poirot s'accroupit à côté, puis se releva, époussetant la poussière invisible de ses genoux. Il y a quelque chose de théâtral ici, Hastings, comme si une scène était mise en scène. Pas pour un enfant, mais pour ceux qui retrouveraient la chambre plus tard. J'ai frissonné, même si la cheminée du couloir brillait toujours. Il s'arrêta devant la porte et jeta un dernier coup d'œil en arrière. « Elle n'a pas disparu d'ici par hasard, » dit-il doucement. Quelqu'un voulait que cela paraisse simple, mais la simplicité, lorsqu'elle est forcée, est la chose la plus suspecte de toutes. Le logement d'Émilie était une modeste maison située à la limite sud du village, avec du lierre accroché à sa façade en pierre et des pots de fleurs disposés en grappes précaires sur le perron. À l'intérieur, ça sentait légèrement la lavande et la cirage pour meubles. Madame Buttrick, une femme aux proportions généreuses et qui ne manquait pas d'opinion, nous accueillit avec un curieux mélange de suspicion et de fierté. « Tu auras envie de regarder dans sa chambre, je suppose ?» dit-elle en nous conduisant dans un couloir étroit avec un tapis mou. « N'a pas été touchée depuis sa disparition. Je n'ai jamais aimé que cette fille soit impliquée avec les Ridley. Trop de drames dans cette maison. » Poirot haussa un sourcil. « Elle ne vous a fait part d'aucune inquiétude? Elle était restée seule la plupart du temps, mais elle n'était pas heureuse la semaine dernière. Quelque chose l'avait effrayée. » Effrayée, Madame Buttrick s'appuya sur la rampe de l'escalier. Je l'ai trouvée en train de pleurer sur la marche arrière, 2 nuits avant sa disparition. Elle m'a dit que quelqu'un la suivait. Quand j'ai demandé qui, elle a simplement secoué la tête et a dit « Peut-être que c'est quelqu'un qui me connaît. » C'est ce qu'elle a dit. J'ai pensé que c'était absurde. Poirot avait l'air pensif. Peut-être que non. Elle ouvrit la porte d'une petite chambre au bout du couloir. C'était soigné, presque excessivement. Chaque chose à sa place, des livres classés par taille, des chaussures parfaitement alignées sous le lit, un sac à main accroché au crochet de la porte. Poirot entra, inspectant sans toucher. Il s'arrêta devant un petit bureau sur lequel se trouvait une photographie, encadrée d'un enfant souriant, George Ridley.
Elle semblait aimer ce garçon, a déclaré Madame Buttrick. Je parlais souvent de lui. Il disait qu'il lui rappelait son petit frère. Elle avait un frère. Non, non, pas vraiment. Juste quelque chose qu'elle a dit. Je pense qu'elle parlait de quelqu'un de son passé. Poirot hocha lentement la tête, ses doigts tapotant ses lèvres. Elle était nerveuse, Monsieur Poirot, et je pense qu'elle savait que quelque chose allait arriver. Alors que nous partions, Poirot se tourna vers moi. Quand on vit caché, Hastings, le passé n'est pas seulement un souvenir, c'est un danger qui attend de réapparaître. Et je crois que, pour mademoiselle Harquel, c'était déjà le cas. Nous sommes retournés à l'auberge plus tard dans l'après-midi, et Poirot, après 2 tasses de thé tiède et un silence que je n'ai pas osé interrompre, a annoncé, sans prévenir, « Elle n'était pas Émilie Harquel ». J'ai levé les yeux. Quoi? Il tapota le coin d'un document plié qu'il s'était procuré auprès du gendarme local plus tôt dans la journée. Son vrai nom était Margaret Earnshaw, modifié par arrangement des autorités il y a 2 ans. Elle était le témoin clé dans un procès pour vol, qualifié, un procès très dangereux, et elle a disparu sous la protection des témoins peu de temps après. Mais que faisait-elle ici? Faire du babysitting pour des familles de la campagne? Poirot eut un sourire crispé. Quel meilleur endroit pour se cacher que parmi les gens ennuyeux et sans incident? Mais malheureusement, Hastings, le passé ne se contente pas toujours de rester enterré. Selon les dossiers, Margaret, alias Emily, avait autrefois travaillé comme commis dans une société financière à Londres. Lorsqu'elle a découvert un système de blanchiment d'argent dirigé par un collègue, elle est devenue témoin à charge. Son témoignage avait contribué à démanteler un réseau de contrefaçon notoire. Mais il y avait eu des menaces sérieuses. L'homme qu'elle a aidé à condamner était connu pour ses associés impitoyables. Et tu penses que l'un d'eux l'a trouvé? Poirot haussa légèrement les épaules. Je pense que quelqu'un l'a reconnu. Et à partir de ce moment, l'étau a commencé à se resserrer. La peur décrite par Madame Buttrick, ce n'était pas celle des ombres. Il s'agissait de quelqu'un de réel, quelqu'un de proche. Il se pencha en avant. Et ce quelqu'un, Hastings, est lié à la maison Ridley. La question est, qui? J'ai froncé les sourcils. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Parce que les secrets fermentent. Ils ne se fanent pas. Poirot se leva et ajusta ses poignets. Et maintenant que l'on sait qui elle était réellement, les motifs de sa disparition se multiplient. Je l'ai regardé se tourner vers la fenêtre, regardant le crépuscule tomber. La réponse est proche, mon ami. Il suffirait de trouver la personne qui avait quelque chose à perdre si Emily Harquel, Margaret Earnshaw, était reconnue. C'était le genre d'après-midi où le ciel restait d'un gris maussade et où l'air même semblait respirer des secrets. Poirot, comme d'habitude, semblait très vivant par un temps pareil. Nous venions de rentrer du bureau du constable du village, où Poirot avait demandé les effets personnels trouvés au domicile des Ridley, la nuit de la disparition d'Emily. Un petit sac à main, un manteau en laine grise et une paire de chaussures à talons bas. Tout cela semblait avoir été laissé par la jeune femme. Mais Poirot n'était pas satisfait. Il était maintenant assis dans le salon Ridley, les yeux mi-clos dans ses pensées, comme s'il écoutait les échos d'une conversation que personne d'autre ne pouvait entendre. « Il y a une discorde, Hastings, » dit-il soudain, en tapotant le manteau gris avec un doigt ganté. « Quelque chose ne va pas. »« Cela ne me semble pas suspect, » dis-je. « Toutes ces affaires sont ici. C'est ce qui est étrange, n'est-ce pas? Les laisser derrière. » « Non, mon ami, ce n'est pas seulement ce qui a été laissé derrière moi, mais ce qui a été laissé faux. » Il se leva, manteau à la main, et se tourna vers Madame Edith Plumley,
qui avait accepté de nous revoir pour quelques questions de clarification. « Vous avez dit, madame, que vous aviez vu Émilie arriver le soir de sa disparition. »« Oui, » répondit-elle. « Je m'occupais de mes roses lorsqu'elle a passé le portail. J'ai fait un signe de la main. Elle m'a répondu en retour. Elle portait un imperméable bleu, je m'en souviens parce qu'il était assorti au ruban dans ses cheveux. » Poirot fit une pause. « Un imperméable bleu, vous en êtes certain? » »« Assez. » Il leva le manteau. « Et ça, c'est ce qu'elle portait ?» Madame Plumley cligna des yeux. « Non, non, ce n'est pas celui-là. C'est plutôt un gris terne. » Juste ainsi. Poirot hocha lentement la tête. Ensuite, le manteau laissé sur place ne correspond pas à celui qu'elle a été vue pour la dernière fois. Curieux, non? Une lueur passa derrière les yeux d'Andrew Ridley. Il était entré discrètement dans la pièce lors de notre échange, et je ne l'avais pas remarqué jusque-là. « Je te l'ai dit, » dit-il froidement. « Je ne l'ai pas vu cette nuit-là. Je ne peux pas l'aider avec ses vêtements. » Poirot se tourna vers lui avec un sourire aussi doux que vif. « Mais sûrement, monsieur, si elle venait chez vous, si elle entrait dans la maison, vous l'auriez entendue, non? J'étais dans mon bureau, porte fermée. Je ne faisais pas attention. Pas même lorsqu'une tempête faisait rage et que votre fils était à l'étage. » Le ton de Poirot était décontracté, mais la question persistait comme du parfum. Andrew haussa les épaules. J'ai supposé que Miss Gray l'avait salué. Poirot plia soigneusement le manteau gris et le posa. « Tant d'hypothèses, monsieur. Les hypothèses peuvent être dangereuses. Ils ne reflètent pas ce qui est. Ils reflètent ce que nous aurions souhaité être. » Alors que Madame Plumley partait, Poirot fit brièvement les 100 pas, puis murmura. « Elle est arrivée en bleu, elle a disparu en gris. Qu'est-ce qui a changé entre le portail et la crèche? C'est ce que nous devons savoir. » L'appel est arrivé juste après le coucher du soleil. Nous terminions le dîner à l'auberge. Poirot y était en train de réprimander une crème caramel mal préparée. Lorsque l'aubergiste apparut à notre table, le visage pâle et la voix basse. « Ils l'ont trouvé, » dit-il. « Où ?» demanda Poirot en se levant aussitôt. « Dans les bois, près du puits de pierre, sur les terres de Ridley. La promenade là-bas était sinistre. Les lanternes se balançaient dans la brise du soir, tandis que les agents se déplaçaient comme des ombres dans l'obscurité. Le puits, ancien et en ruine, se trouvait dans une clairière qui devait être autrefois charmante, mais qui semblait maintenant désolée. L'inspecteur nous accueillit en fronçant les sourcils. Le corps est intact. Aucune blessure visible. Elle est habillée. On dirait qu'elle avait été placée et non jetée. » Poirot se tenait au bord, scrutant l'abîme. « Et ses affaires? » « Un sac à main a été retrouvé serré sur sa poitrine, » a indiqué l'inspecteur. « À l'intérieur, chose étrange, des billets de banque contrefaits, des liasses, soigneusement emballés. » Mon cœur se serra. Mon Dieu! L'expression de Poirot ne changea pas, mais ses yeux brillaient d'une étrange intensité. « Alors maintenant nous savons, » murmura-t-il. Il ne s'agissait pas seulement d'une disparition, c'était un silence, et l'argent, la fausse monnaie, et le fil conducteur qui relie tout cela. Il se tourna vers l'inspecteur. « Faites examiner les notes. Je pense qu'ils seront liés à une certaine affaire londonienne, une affaire impliquant un employé et une bague contrefaite. » « Et la cause du décès ?» j'ai demandé. « Il est trop tôt pour le dire, » a déclaré l'inspecteur. « Aucun signe de lutte. » Poirot resta silencieux un long moment. Puis il murmura. « Alors peut-être, il n'y a pas eu de lutte. Peut-être qu'elle faisait confiance à celui qui l'avait conduite ici. » Les agents ont continué leur travail, leurs lampes de poche se balançant comme des yeux dans le noir. Je jetai un coup d'œil à Poirot,
et le trouvait immobile, absolument immobile, comme s'il faisait désormais partie intégrante des bois. Il parle enfin, très doucement. Le puits est un endroit où l'on peut se débarrasser de ce à quoi on ne peut pas faire face, une vérité, un délit, une vie. Puis il se tourna et commença à marcher vers le chemin, sa voix traînant derrière lui comme un ruban dans le vent. « Viens, Hastings. L'affaire ne concerne plus les disparus. Il s'agit désormais des assassinés. S'il y a une chose que j'ai compris au cours de tout mon séjour avec Poirot, c'est que le petit Belge préférait le salon à la scène du crime, la conversation à la poursuite. Même si j'aurais pu ressentir le besoin de parcourir le chemin forestier où la jeune fille a été trouvée, ou d'interroger tous les passants du village, Poirot, bien sûr, n'a rien fait de tel. Au lieu de cela, il a organisé une série d'entretiens privés dans le salon Ridley. Pas d'interrogatoire formel, remarquez, mais des discussions tranquilles, du thé servi sur un plateau poli, comme si le cœur même du mystère pouvait se dévoiler, au hasard, autour de biscuits et d'une observation attentive. C'est l'esprit, Hastings, il a dit. Cela laisse la trace la plus claire, pas le coffre boueux ou le loquet cassé. La première à arriver fut Miss Daphné Cray, calme mais étroitement enroulée sous son austère chemisier noir. Poirot l'accueillit avec un tel charme que même elle se détendit pendant un instant. « C'est toi qui as mis Georges au lit la nuit après la disparition d'Émilie ?» demanda légèrement Poirot. « Je l'étais, dit-elle. Il était agité. Je lui ai dit qu'elle était malade. » Un mensonge réconfortant, parfois nécessaire. Poirot réfléchit. « Et qu'as-tu ressenti pour Émilie? Vraiment, mademoiselle ?» Sa lèvre se contracta. Elle était efficace, mais elle n'avait pas sa place ici. Poirot ne répondit rien, se contentant d'acquiescer comme si cela confirmait à lui seul quelque chose qu'il soupçonnait. Vint ensuite le docteur Léonard Val, les bras croisés, le ton coupé. Émilie avait peur, a-t-il admis, mais elle ne m'a pas dit pourquoi. Et tu ne l'as pas pressée. Je ne suis pas dans le business de l'enchevêtrement émotionnel. Non, Poirot dit doucement. Mais vous êtes en train de remarquer des symptômes, et la peur, elle laisse une trace. Le docteur se raidit. Poirot le remercia simplement et appela le suivant. Chaque suspect a laissé une trace derrière lui, non pas en empreinte digitale ou en empreinte de pas, mais en hésitation, en colère trop vite réprimée, en histoire trop parfaitement répétée. Et à la fin de la dernière interview, Poirot se pencha en arrière sur sa chaise, croisa les doigts et dit « On ne cherche plus qui en a eu l'occasion, Hastings. Nous recherchons qui a eu peur, parce que celui qui craignait, Émilie l'avait tué. » De tous les membres de la maison, Madame Edith Plumley semblait à première vue la moins susceptible de détenir des secrets. Elle avait cet air de permanence de village, comme un bain dans l'église, ou l'odeur de la laine humide en hiver. Mais lorsque Poirot demanda à lui parler seule, elle hésita. En soi, c'était révélateur. Elle s'est assise en face de nous, repliant nerveusement ses gants sur ses genoux, les yeux tournés vers la fenêtre. « Madame Plumley, » commença Poirot avec une douce précision. « C'est vous qui avez recommandé Émilie à la famille Ridley, n'est-ce pas? » « Oui, » dit-elle rapidement. Elle avait besoin de travail, et le garçon avait besoin d'une baby-sitter. Cela semblait un arrangement équitable. « Et comment as-tu connu Émilie ?» Elle a répondu à une annonce que j'avais postée pour demander de l'aide dans mon jardin. Elle était polie, réservée, mais capable. A-t-elle déjà parlé de Londres? Cela l'a attrapée, un scintillement, pas long, mais perceptible. Elle a dit qu'elle vivait là-bas, que cela ne lui convenait pas. Poirot hocha lentement la tête, puis orienta la conversation de côté. « Et vous, madame, avez-vous toujours vécu dans ce village ?»
Le sourire de Madame Plumley s'effaça. Près de 30 ans. Mais pas toujours. Elle haussa les épaules. Je suis né dans le Kent. J'ai déménagé ici après mon mariage. Et avant ça, appuya-t-il doucement. Elle détourna le regard. C'était il y a longtemps. Il y eut un silence, puis elle a ajouté « Cela n'a rien à voir avec ça ». Poirot ne discuta pas. Il sourit seulement faiblement. « Peut-être pas, mais le passé, madame, il ne reste pas enfoui simplement parce qu'on n'en parle plus. » Elle se leva brusquement. « Je vous ai dit tout ce que je savais. » Poirot la laissa partir. Je me tournai vers lui. « Que penses-tu qu'elle cache ?»« Une erreur, Hastings, un idiot, peut-être criminel, peut-être pas, mais dommage, cela laisse sa propre signature, et elle le porte, même maintenant. Tu penses qu'elle est impliquée ?» Il fit une pause. « Je pense qu'elle en sait plus qu'elle n'ose l'admettre. Que ce soit la culpabilité ou la peur qui l'a fait taire, nous devons le découvrir. » Et puis, avec une expression que j'avais souvent vue, un mélange de pitié et de calcul, il ajouta doucement « Ce n'est pas elle, la meurtrière, mais elle fait partie du modèle, et chaque motif, mon ami, raconte une histoire. » C'était juste après le déjeuner, et Poirot avait convoqué Miss Daphné Cray dans le salon, sa deuxième visite en 2 jours. Elle entra avec le menton relevé, ses yeux sombres, pleins de défis. Mais il y avait quelque chose de fragile dans son équilibre, quelque chose qui avait commencé à se briser. Poirot lui offrit un siège et désigna doucement le plateau à thé. « Vous viendrez nous rejoindre pour une tasse, mademoiselle ?»« Je préférerais en finir avec ça, » répondit-elle sèchement. « Comme vous le souhaitez. » Poirot croisa les mains. « Vous étiez dans la maison le soir où Émilie a disparu. Vous avez prétendu qu'elle était arrivée, et vous avez aidé à installer le jeune Georges, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-elle avec raideur. « Comme je vous l'ai dit, elle est arrivée à 6h30. J'ai couché le garçon vers 7h. Je ne l'ai plus revu après. Et pourtant, » Poirot dit doucement, « vous avez oublié de mentionner avoir entendu des voix élevées plus tard dans la soirée. » Un scintillement, et voilà, le changement. Elle cligna des yeux une fois, puis 2 fois, et son regard se posa sur le bord du tapis. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Poirot pencha la tête. « Miss Cray, vous êtes une femme discrète, de la routine. Vous entendez tout dans cette maison, n'est-ce pas? Surtout quand quelqu'un élève la voix dans le bureau en face du couloir. Je ne voulais pas m'impliquer. Mais tu l'as entendu, dit-il. Ce n'est plus une question. Une voix d'homme, celle d'André, et celui de la fille, chauffé, urgent, peut-être effrayé. » Elle expira soudainement, un son entre un halètement et un soupir. Son sang-froid s'est effondré comme du vieux plâtre. Je les ai entendus se disputer. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Il lui a dit qu'elle mentait, qu'elle s'était frayé un chemin jusqu'à la maison. Elle a dit que c'était lui qui mentait, qu'elle l'avait reconnu de quelque part. Et êtes-vous intervenu? Elle secoua la tête, honteuse. Non, je suis montée à l'étage. Je ne voulais pas savoir. Poirot resta silencieux pendant un moment. La peur est puissante, mademoiselle. Cela nous détourne des choses qui exigent notre courage. Mais ce que vous avez entendu est important. Miss Cray leva les yeux écarquillés de culpabilité. Je pensais qu'elle était peut-être partie après ça. Je voulais le croire. Mais au fond, Poirot dit doucement, vous saviez qu'elle ne l'avait pas fait. Sa voix se brisa. Oui. Et avec cela, le masque que Miss Cray avait si soigneusement porté tomba complètement, révélant non pas la culpabilité de l'action, mais la culpabilité du silence. Au moment où Poirot demanda ensuite la compagnie d'Andrew Ridley, l'homme était devenu sensiblement plus froid. Il entra dans la pièce,
avec l'expression aux lèvres pincées de quelqu'un qui savait que les chiens tournaient en rond. « De retour, monsieur Poirot ?» dit-il en s'installant sur une chaise sans invitation. « Oui ?» dit Poirot calmement, parce qu'en vérité, elle est presque là. Elle n'a besoin que d'un dernier coup de pouce. Andrew se moqua. « Si vous êtes ici pour savoir où je me trouve, je vous l'ai déjà dit. J'étais dans mon bureau, en train de lire, seul. » Poirot haussa les épaules, déçu. « Ah, monsieur, l'étude, où personne ne t'a vu et tu n'as vu personne. Un sanctuaire de silence, non? C'est la vérité. Sauf bien sûr pour le marié. » Andrew se raidit. « Quel marié ?» Poirot se pencha en avant. Celui qui écurie les chevaux Ridley, un homme calme, avec un penchant pour les promenades nocturnes jusqu'à l'enclos arrière. Ce soir-là, il aperçut une silhouette traversant la cour. Pas n'importe quel personnage, mais un homme en manches de chemise, la même chemise, monsieur, que vous avez été vu porter plus tôt dans la journée. Je suis sorti prendre l'air. 5 minutes. Ce n'est pas un crime. Non. Poirot approuva. Mais ce n'est pas ce que tu m'as dit. Et un mensonge, aussi petit soit-il, est une fissure dans le mur de la vérité. La bouche de Ridley se tordit. Vous déformez les mots. Poirot sourit faiblement. Non, monsieur. J'écoute simplement ceux que vous n'avez pas dit. Quand Poirot t'a demandé à parler avec Dr Léonard Val une fois de plus, j'avoue que je n'en attendais pas grand-chose. L'homme avait été surveillé dès le début, clinique, précis et poli jusqu'au gel. Mais Poirot avait cette façon d'adoucir les arêtes les plus vives, non pas par charme, mais par précision. Comme un scalpel, pas un marteau. Cette fois-ci, nous avons rencontré le médecin dans le bureau de Ridley, une pièce austère, remplie de vieux livres de droit et dégageant une odeur distincte de boule à naphtaline. Val se tenait debout, les bras croisés, comme s'il se préparait à un examen plutôt qu'à une conversation. « Vous souhaitiez me revoir ?» dit-il froidement. « Oui », Poirot a répondu. « Juste une ou deux choses à clarifier. Vous avez dit avoir parlé plusieurs fois avec mademoiselle Harquel ?»« En bref, » a déclaré Vail, « nous avons échangé des plaisanteries. Elle semblait polie, bien que nerveuse. » « Nerveux ou effrayé ?» Il hésita. « Effrayé, peut-être. Elle n'a pas dit pourquoi. » Poirot se pencha. « Mais vous saviez, n'est-ce pas, docteur, qu'elle n'était pas vraiment Émilie Harquel, qu'elle avait vécu autrefois sous un autre nom à Londres. » Vail tressaillit légèrement. « Je m'en doutais. »« Ah, un soupçon. Et l'avez-vous partagé avec quelqu'un ?»« Non. Et pourtant, vous l'avez reconnue dans une affaire impliquant la protection des témoins, n'est-ce pas ?» Sa mâchoire se serra. « Je n'ai pas été impliqué directement, mais j'ai entendu parler de l'affaire. Margaret Earnshaw. J'avais vu une photo lors d'un tribunal médical. Elle avait témoigné contre un homme lié à des opérations de contrefaçon. » Poirot hocha gravement la tête. « Et tu n'as rien dit, parce que... » Je pensais qu'elle voulait que son passé soit derrière elle. Elle méritait la paix. La paix, docteur, oui, mais la paix n'est pas toujours sûre. Je n'avais aucune raison de lui faire du mal, Poirot. Au contraire, je l'admirais. Elle était courageuse pour faire ce qu'elle a fait. Poirot resta silencieux un moment, le regard fixe. Alors vous dites, monsieur. Et pourtant, les secrets, lorsqu'ils sont laissés seuls, ont tendance à se cailler dans le noir. Val ne dit rien de plus. En sortant, je me tournai vers Poirot. Le croyez-vous? La réponse de Poirot fut calme. Je crois qu'il sait ce qu'il sait. Mais ce qu'il ne dit pas pourrait s'avérer encore plus révélateur. De retour à l'auberge, Poirot m'a demandé d'aller chercher la petite valise en bois qu'il gardait enfermée dans notre malle de voyage. Une modeste boîte de coupures de presse et de documents qu'il transportait.
pour les urgences de nature intellectuelle, comme il aimait les appeler. À l'intérieur se trouvaient des disques, des coupures de journaux, des notes rédigées dans sa propre écriture élégante. Et là, caché entre 2 télégrammes jaunis, se trouvait un article d'il y a 3 ans. Le témoignage du greffier brise le réseau de contrefaçon de Londres. Margaret Earnshaw, dit-il, en tapotant son nom avec l'index. Une femme invisible dans sa propre vie, jusqu'au jour où elle s'est présentée au tribunal et a condamné les hommes avec lesquels elle travaillait. J'ai parcouru l'article, me rappelant à moitié l'affaire. C'était le plus gros, n'est-ce pas? L'anneau qui faisait circuler de faux billets par le biais d'entreprises respectables? Oui, le cerveau, Oliver Marsh, n'a jamais été arrêté. Mais son deuxième, un homme nommé Blake Hauser, est allé en prison à cause du témoignage de Margaret. Il y avait bien sûr des menaces. Elle a été placée sous protection policière et a disparu. Maintenant, elle est réapparue, sous un nouveau nom. Et maintenant, mon ami, elle est morte. Pensez-vous que Marsh l'a trouvée? Poirot secoua la tête. Non, la bague contrefaite est morte. Mais son fantôme perdure. Quelqu'un ici savait qui elle était. Quelqu'un ici craignait d'être exposé, pas de se venger. Alors il ne s'agissait pas de la punir? Il s'agissait de silence, dit Poirot. Elle était devenue gênante. Il ramassa les faux billets récupérés dans son sac à main et les examina attentivement. « Ils sont trop croustillants, trop neufs, murmura-t-il. Ce ne sont pas des reliques d'une vieille affaire, Hastings. Ils ont été imprimés récemment, ce qui signifie que la bague n'est pas aussi défunte qu'on nous l'a fait croire. » Je commençais à ressentir le froid de la révélation. Alors quelqu'un dans ce village, peut-être dans cette maison, est toujours impliqué? Juste ainsi. Poirot sourit sombrement, et Émilie, Margaret, les reconnut. Peut-être pas le visage de la personne, mais son odeur, ses manières, ses habitudes nerveuses, un fantôme venu de Londres, renaissant dans la campagne. Il se leva brusquement, le ton augmentant. « Nous ne devons pas chercher la brute, Hastings, mais le banquier, celui qui a blanchi les mensonges. L'esprit derrière la distribution, pas la fabrication. C'est notre tueur. » Il tapota une nouvelle fois l'article et murmura, presque pour lui-même. « Et que fait un homme lorsqu'il a fui son passé, réinventé sa vie, et qu'il voit ensuite un fantôme franchir sa porte d'entrée ?» Le lendemain matin, Poirot a demandé à retourner au domaine Ridley, non pas pour parler à qui que ce soit, mais pour se promener seul sur le terrain. J'étais à la traîne, comme tout le monde, même si j'avoue que je n'avais aucune idée de ce qu'il cherchait. Il s'arrêta près des rosiers, près des écuries, et enfin près de la porte du jardin qui menait au bois où le corps d'Émilie avait été découvert. Là, il s'accroupit. « Il manque un gant, dit-il. »« Un gant ?» répétai-je en regardant autour de moi, inutilement. « Oui, » il a souligné. « Là, vous voyez, le sol est mou. Il y a une ébauche de guéant, mais une seule. L'autre a été pris, supprimé, caché. Eh bien, un gant semble à peine suffisant pour accrocher une valise. Ce n'est pas le gant lui-même, Hastings, c'est l'absence du gant. Pourquoi en supprimer un seul, sauf si... » Il se leva, époussetant la saleté de ses genoux, à moins qu'il ne porte quelque chose que l'on ne souhaite pas voir. Une tache, j'ai deviné, peut-être, ou une empreinte, ou de la poudre. Mais plus important encore, quelqu'un est revenu le chercher après que le corps ait déjà été placé dans le puits. Alors celui qui est revenu n'avait pas fini de brouiller les traces. Cela, mon ami, nous dit quelque chose d'essentiel. Le tueur n'avait pas prévu cela du début à la fin. Il y avait de l'improvisation, panique. Je l'ai regardé regarder les arbres, et maintenant je sais de qui il s'agit.
Tu fais. Il se tourna, l'expression illisible. Oui, et nous devons agir rapidement. Ce soir, je les rassemblerai tous. Pourquoi ce soir? Poirot redressa sa cravate et dit, presque sereinement, parce que, Hastings, on ne laisse pas traîner l'acte final. Le rideau doit tomber pendant que le public retient encore son souffle. Il était 8 heures précises lorsque Poirot demanda à tout le monde de se rassembler dans le salon du domaine Ridley. La pièce, avec son papier peint délavé et ses lourds rideaux de velours, ressemblait davantage à une salle d'audience ce soir-là, un théâtre idéal pour l'acte final. J'étais assis près de la cheminée, un cahier à la main, même si, à vrai dire, je n'ai jamais pris de notes. J'étais là pour observer, réagir et parfois laisser échapper une conclusion erronée au bon moment. Poirot se tenait près du foyer, impeccable comme toujours dans son costume sur mesure, les moustaches lissées à la perfection, les yeux perçants sous les sourcils arqués. Il ne ressemblait pas à un invité, ni même à un détective, mais plutôt à un maestro sur le point de diriger le crescendo. Miss Cray était assise avec raideur sur un canapé, jetant un coup d'œil vers Andrew Ridley, dont la mâchoire était serrée avec le même dédain à peine contenu qu'il nous avait manifesté depuis le début. Le docteur Vail s'appuya contre la bibliothèque, les bras croisés, comme s'il attendait un diagnostic plutôt qu'une révélation. Madame Plumley, pour sa part, paraissait pâle et jouait avec ses gants, comme si elle espérait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Poirot prit son temps. Il n'a offert aucune ouverture dramatique, aucune accusation martelante. Au lieu de cela, il dit simplement « Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence. Le moment est venu, comme il le faut toujours, où le brouillard de confusion se dissipe et où nous voyons le crime tel qu'il est, non pas tel qu'il a été fait paraître, mais tel qu'il s'est réellement produit. » Un silence envahit la pièce. Même le vent derrière la fenêtre semblait s'être calmé par anticipation. Les yeux de Poirot allaient de face à face. Nous sommes réunis ici non pas à cause de ce qu'Emily Harkwell était, mais à cause de ce qu'elle savait. Et quelqu'un dans cette pièce craignait cette connaissance plus que toute autre chose. Il fit une pause. Séparons maintenant les innocents des coupables. Débarrassons-nous des mensonges, des faux semblants, des souvenirs commodes. Et comme toujours, commençons par les ombres. Poirot se tourna d'abord vers Madame Plumley, qui était devenue pâle comme de la crème. « Madame, » commença-t-il doucement, « il fut un temps où je me posais des questions sur toi. Vous connaissiez Émilie, vous l'avez recommandée. Vous avez omis de nous dire que vous aviez déjà eu des démêlés avec la justice dans le Kent. Un petit incident, peut-être, mais suffisant pour nous donner envie que le passé reste enterré. » Les lèvres de Madame Plumley tremblaient. « Ce n'était rien. J'ai volé un bracelet quand j'avais 17 ans. Je l'ai rendu, en effet. Et votre honte a pesé sur vous plus lourdement que le crime lui-même. Mais je ne crois pas que tu aies fait du mal à Émilie. Je crois que vous avez reconnu une âme sœur, une jeune femme portant ses propres secrets, et tu as regardé ailleurs. » Elle fit un léger signe de tête reconnaissant. Poirot se tourna vers Mademoiselle Cray. « Ah, mademoiselle, la vôtre est la jalousie qui s'empoisonne à petit feu. Vous teniez profondément à cette maison, peut-être même à son maître. Et quand Émilie est arrivée, vous vous êtes senti déplacé. » Son menton se releva, mais ses mains se tordirent sur ses genoux. « Mais la jalousie, mademoiselle, est un motif qui laisse des traces, actions irréfléchies, explosions émotionnelles, et vous, malgré tout votre ressentiment, n'êtes pas téméraire. Vous êtes loyal, farouchement, peut-être bêtement. Vous avez entendu la dispute, vous avez choisi de l'ignorer, et pour cela,
Vous portez un autre type de culpabilité, mais tu ne l'as pas tué. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne répondit pas. Poirot marchait lentement sur le tapis. Non, le tueur n'était pas motivé par l'émotion, mais par le calcul. Parlons donc du docteur Val. La posture de Val changea légèrement, une étincelle dans le masque. Vous connaissiez la véritable identité d'Émilie. Vous l'avez reconnue. Mais tu ne l'as dit à personne. Pourquoi? Parce que c'est votre nature d'observer, pas d'agir? Ou parce que vous craignez où cette révélation pourrait vous mener? Je n'avais aucune raison de lui faire du mal, dit Val d'un ton ferme. Je la connaissais à peine. Et pourtant, monsieur, le savoir lui-même est une raison. Si ce qu'elle savait pouvait conduire à la ruine. Poirot s'approcha, puis s'arrêta brusquement. « Mais non, dit-il, vous n'êtes pas non plus le tueur. Vous êtes beaucoup de choses, docteur. Prudent, évasif, mais pas violent. Vous avez préservé son secret, peut-être pour la protéger, ou peut-être pour vous-même. Mais vous ne l'avez pas poussé dans ce puits. » L'air dans la pièce s'épaissit. Poirot se tourna lentement, sa voix baissant plus bas. Non, le tueur est celui qui portait un autre visage, un autre nom. Celui qui ne pouvait pas se permettre de laisser Margaret Earnshaw parler. Pas à cause de qui elle était, mais parce qu'elle se souvenait lui. Et sur ce, Poirot se tourna vers Andrew Ridley, dont le visage était devenu mortellement immobile. Andrew Ridley n'a pas parlé. Il était assis immobile dans son fauteuil, ses jointures mates blanches contre les accoudoirs usés du siège, comme s'il pouvait vouloir que le moment passe. Poirot, cependant, n'était pas homme à laisser les choses inachevées. Monsieur Ridley, ou devrais-je dire Stephen Marsh. Le nom frappa la pièce comme une pierre dans une eau calme. Miss Cray haleta. Madame Plumley porta la main à sa bouche. Seul le front du docteur Val se plissa, en signe de reconnaissance silencieuse. « Oui » continua doucement Poirot. « Stephen Marsh, autrefois partenaire financier de Blake Hauser. Votre nom n'est apparu qu'une seule fois dans les documents judiciaires, enfoui dans les transcriptions. Vous avez disparu juste avant le procès. Intelligent, pratique. Vous avez quitté Londres. Il a pris le nom de jeune fille de votre défunte épouse, Ridley, et s'est installé à la campagne, honorable, respectable, invisible. » Les lèvres d'Andrew bougèrent enfin. « Vous n'avez aucune preuve. » « Mais non. » Poirot fit un geste gracieux vers le dossier que je tenais à mes côtés. « J'ai obtenu une confirmation du bureau des archives ce matin. Vos empreintes digitales correspondent à celles soumises sous le nom de Stephen Marsh pour une licence commerciale mineure, il y a 10 ans. Le même homme. » La mâchoire de Ridley se serra. « Vous ne pouvez pas rendre cela public. C'était il y a des années. Je n'ai jamais été inculpé. » Le ton de Poirot resta doux. Mais elle le savait. Émilie, Margaret, elle se souvenait de ton visage. Cela faisait des années, oui. Et tes cheveux étaient plus fins, ta voix plus contrôlée. Mais pour quelqu'un qui s'était autrefois assis dans une salle d'audience, avait vu son propre témoignage briser des vies, avait vu les alliés d'un empire contrefait la regarder depuis le banc des accusés. Oui, monsieur, elle s'en souvenait. Il se tourna légèrement, s'adressant désormais à tous ceux qui étaient présents dans la pièce. Emily Harkwell ne l'a jamais dit directement à personne, mais elle y fit allusion, vaguement à Madame Buttrick et prudemment à Madame Plumley. Son anxiété grandit. Pourquoi? Parce qu'elle réalisait que l'homme pour qui elle travaillait désormais, l'homme de la grande maison, était l'un de ceux-là même qu'elle avait contribué à faire tomber. Et pourtant, a ajouté Poirot, elle a hésité. Elle vous a donné le bénéfice du doute. Peut-être voulait-elle croire qu'elle se trompait. Peut-être qu'elle avait pitié de votre fils. Mais ensuite,
quelque chose a changé. Peut-être qu'elle vous a confronté. Et à ce moment-là, monsieur, votre vie soigneusement construite a commencé à s'effondrer. Andrew Ridley se pencha en avant, la voix rauque à présent. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne savez pas ce que c'est. Reconstruire à partir de rien, vivre chaque jour en regardant par-dessus votre épaule. Le regard de Poirot était calme. Mais elle l'a fait, monsieur. Et contrairement à toi, elle a dit la vérité, et elle l'a payé de sa vie. Poirot se tenait maintenant au centre de la pièce, sa voix lente et délibérée, chaque mot étant placé comme une pièce d'échec sur un échiquier gagnant. Revenons à cette nuit-là, la nuit de la tempête. Il désigna la fenêtre, les ombres dehors s'allongeant avec l'heure. Émilie est arrivée juste après 6 heures. Elle était inquiète, mais déterminée. Peut-être avait-elle décidé de vous confronter le soir même, après avoir confirmé ses soupçons. Vous étiez dans votre bureau, non pas en train de lire comme vous le prétendiez, mais en train de regarder. En attendant, tu savais qu'elle te reconnaissait. Elle a dû dire quelque chose, un nom, un mot, un regard trop long, et tu as paniqué. La respiration d'Andrew était désormais superficielle. Personne n'a parlé. Vous avez demandé à lui parler en privé. Peut-être avez-vous suggéré un mot dans l'étude. Elle a accepté. Pourquoi refuserait-elle? Elle ne savait toujours pas quoi faire. Et puis, à l'intérieur de cette pièce, Poirot fit une pause. Elle t'a dit qu'elle irait à la police. Il se tourna vers Miss Gray, la voix douce. Et vous, mademoiselle, vous avez entendu les voix élevées, en colère. Une voix d'homme pleine de peur, pas de fureur, la sienne en alarme. Poirot regarda de nouveau Andrew. Vous n'aviez pas l'intention de la tuer, mais elle avait le pouvoir de tout détruire, votre travail, votre nom, la sécurité de votre enfant. Vous avez saisi le premier objet à portée de main, un lourd presse-papier en cristal. C'était seulement pour lui faire peur. Vous avez crié, vous avez fait des gestes, et puis... Il fit une pause. Vous avez frappé, un coup, rapide, brutal. Et lorsque vous avez réalisé ce que vous aviez fait, la panique est revenue, mais plus froide cette fois. Tu l'as enveloppée dans son manteau, vous l'avez transportée par le chemin arrière, et vous l'avez placée, avec précaution, dans le vieux puits. La voix d'Andrew se brisa. Je ne voulais pas. L'expression de Poirot n'était ni dure ni douce. Mais tu l'as fait. Et puis vous avez essayé de semer la confusion. Vous avez laissé derrière vous un autre manteau. Vous avez ouvert la fenêtre de la crèche pour suggérer de vous échapper. Vous avez pratiquement nettoyé le bureau, mais pas complètement. Une légère tache de rouge à lèvres sur un verre, un gant manquant. Les petites choses, monsieur, les petits détails. Ils nous trahissent toujours. Il se tourna vers les autres. C'est ainsi qu'Emily Harkwell est morte. C'est ainsi que Margaret Earnshaw a été réduite au silence. Pas par un ennemi du passé, mais par un homme qui craignait la vérité dont elle se souvenait. Andrew Ridley n'a rien dit, mais l'effondrement était complet. Il baissa la tête. Poirot hocha solennellement la tête. La vérité, comme toujours, se révèle avec le temps, même enterrée dans un puits. Ce n'est qu'après qu'Andrew Ridley soit tombé dans un silence stupéfait, que Poirot se tourna vers la petite table dans le coin de la pièce. Il y avait dessus un objet scintillant, presque décoratif et sans prétention, un presse-papier en cristal. Il avait été retrouvé, a-t-on appris plus tard, au fond du puits, où avait été retrouvé le corps d'Émilie. Au début, cela semblait n'être rien d'autre que des débris abandonnés depuis longtemps. Mais Poirot savait ce qu'il en était. « Behold, mes amis !» dit-il en le soulevant avec précaution avec un mouchoir. « L'instrument de la violence, magnifique, n'est-ce pas, lourd, solide, idéalement à portée de main en cas de panique. Le presse-papier,
autrefois un ornement inoffensif de l'étude Ridley, portait désormais le poids de quelque chose de bien plus sinistre. Poirot se tourna vers le groupe. « Vous vous souviendrez que j'ai posé des questions sur l'étude, si quelque chose avait été supprimé. Monsieur Ridley a insisté sur le fait que rien ne manquait. Mais moi, qui observe avec attention, j'ai remarqué un changement subtil, un carré de poussière sur le bureau, une légère décoloration à l'endroit où cet objet reposait autrefois. » Il jeta un coup d'œil vers Ridley. Il a été retiré après le crime, caché, pas loin, mais suffisamment loin. Peut-être aviez-vous eu l'intention de le jeter dans les bois. Peut-être avez-vous hésité. Et à la fin, vous l'avez jeté avec elle, en espérant qu'il disparaîtrait avec le temps. Les yeux de Ridley se tournèrent vers le presse-papier, mais ne dit rien. Poirot le reposa doucement. Depuis, il a été testé. Et oui, il porte des traces de sang correspondant à la blessure trouvée sur la tête de mademoiselle. Un seul coup. Pas sauvage, pas prémédité, mais néanmoins fatal. C'est la nature de telles choses, non? Un acte de peur, et une vie prend fin. Je me suis retrouvé à regarder l'objet, hypnotisé. Quelque chose de si ordinaire, un luminaire sur un bureau, et pourtant capable de tant de destruction. Poirot s'épousseta les mains et ajouta presque doucement. On n'a pas besoin d'un pistolet ou d'un couteau pour tuer. Parfois, il suffit de trouver l'objet le plus proche, entre de mauvaises mains, au mauvais moment. Même si la pièce était calme, Poirot n'avait pas encore fini. Il se tourna maintenant vers les derniers détails, ces petites incohérences subtiles qui, en vérité, avaient ouvert toute l'affaire. Et maintenant, parlons de la crèche, dit-il en faisant les 100 pas. Elle était fermée à clé, n'est-ce pas, lorsque Madame Ridley est revenue. La clé a été trouvée sur la commode. Il se tourna vers Miss Cray. Qui l'a placée là? Pas toi, pas Madame Ridley, pas le garçon, une seule personne, Émilie. Elle a verrouillé la porte de l'intérieur pour protéger l'enfant, parce qu'elle avait peur de quelqu'un, parce qu'elle savait, peut-être, que s'il lui arrivait quelque chose, l'enfant ne serait pas touché. Un silence tomba. Poirot hocha gravement la tête. Ce simple geste, petit et instinctif, nous dit qu'elle savait qu'elle était en danger. Elle n'a pas couru. Elle a protégé le garçon. Elle a verrouillé la porte. Puis Poirot reporta son attention sur les manteaux. Et puis il y a la question du manteau, dit-il en se tournant maintenant vers Hastings. Vous vous souvenez, mon ami, madame, Plumley a juré avoir vu Émilie arriver dans un imperméable bleu. Et pourtant, un gris, on en a trouvé un pendu près de la porte. Oui, j'acquiesçais. Elle a dit que ça ne correspondait pas. Juste ainsi, parce que ce n'était pas le sien. Il a été planté. Le véritable manteau, le bleu, a été retrouvé enterré près du puits. Poirot laissa cela s'installer. Ridley a délibérément changé les manteaux. Pourquoi? Pour suggérer qu'elle n'était jamais arrivée. Pour suggérer peut-être qu'elle était venue, puis s'était enfuie. Mais il ne pouvait pas savoir que Madame Plumley se souviendrait de cette couleur, avec autant de vivacité, ni que je remarquerais que le manteau gris n'avait pas été trempé par la tempête. Il avait été placé après coup. Section trompeur. Un léger murmure parcourut la pièce. Poirot se rapprocha d'Andrew. L'enfant était en sécurité parce qu'elle pensait le protéger. La fenêtre a été ouverte après coup, pour suggérer une évasion. Mais rien de tout cela n'a tenu, monsieur. La porte verrouillée, le mauvais manteau, le presse-papier manquant. Ils m'ont dit la vérité. Pas fort, mais tranquillement, constamment. Il leva les yeux, soudain doux. Elle a essayé de se sauver. Mais plus encore, elle a essayé de sauver votre fils. Et c'est la partie la plus tragique de toutes. Andrew Ridley était assis affalé dans le fauteuil, son monde soigneusement composé en cendres,
Mottersons à ses pieds. Ses mains tremblaient légèrement. Le presse-papier brillait toujours sous la lumière de la lampe. Personne n'a parlé. Même Hastings, pour une fois, resta silencieux. Poirot s'avança, non pas de manière accusatrice, mais presque tendrement. « Monsieur, » il a dit, « il est temps. » Ridley laissa échapper un long soupir, l'air d'un homme qui le retenait depuis trop longtemps. « Oui, » murmura-t-il, « oui, elle m'a reconnu. Elle a dit que mes yeux n'avaient pas changé. Je l'ai nié. J'ai dit qu'elle s'était trompée, mais ce n'était pas le cas. Et puis elle a dit qu'elle irait à la police. » Sa voix se brisa. « Je ne l'avais pas prévu, je jure que non. Mais j'ai vu tout s'effondrer à nouveau, tout ce que j'avais construit. Je me suis dit que je voulais seulement lui faire peur. Juste un coup, juste un. » Il ferma les yeux. Quand elle est tombée, je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai enveloppée dans son manteau, le mauvais manteau. J'essayais de confondre les choses. Faire croire qu'elle n'était jamais arrivée. Poirot hocha lentement la tête. Et le garçon? Ridley leva les yeux. Elle l'aimait. Elle a verrouillé la porte derrière elle. Il y eut à nouveau un silence, lourd et définitif. Poirot se tourna vers le policier, qui attendait près de la porte. « Vous pouvez l'emmener maintenant. » Et ainsi, la vérité, si longtemps cachée dans l'ombre, a finalement été révélée à la lumière. Le lendemain matin, le domaine Ridley était revenu à un calme étrange. Le salon, scène de confession et de confrontation, était vide, à l'exception de la tension persistante dans l'air. Andrew Ridley avait été placé en garde à vue tranquillement, escorté par 2 agents du village qui parlaient à peine, alors qu'il était emmené hors de la maison. Il n'a pas résisté. Il n'y a pas eu de lutte. Le moment d'exposition l'avait épuisé. Il est parti comme un homme qui aurait déjà purgé sa peine en secret. Poirot et moi étions devant le portail, regardant la voiture disparaître dans la longue allée de gravier. « Je dois dire, » murmurai-je, « je ne l'ai jamais vu venir, pas Ridley. Il semblait si réprimé, oui, mais meurtrier. » Poirot ajusta ses gants, toujours méticuleux, même une fois la tempête passée. « Mon ami, c'est toujours l'homme respectable qui surprend, celui qui semble trop policé, trop contrôlé. Derrière le masque, c'est souvent le plus grand bouleversement. » Plus tard, à la police locale, la fausse monnaie récupérée dans le sac à main d'Emily a été comparée au même style d'impression et au même mélange de papier utilisé dans une affaire sur laquelle Poirot avait enquêté il y a des années, la tristement célèbre bague Marshhauser. Et M. Ridley, Poirot a dit à l'inspecteur, était autrefois connu sous le nom de Stephen Marsh, un partenaire silencieux, un intelligent, jamais officiellement inculpé, mais toujours soupçonné. Jusqu'à ce qu'elle le revoie, ai-je ajouté, jusqu'à ce qu'Émilie le reconnaisse. Juste comme ça. Poirot hocha la tête. Ce n'était pas elle la criminelle, elle en était la conséquence. La maison Ridley tomba en retraite, stupéfaite. Miss Grey a démissionné discrètement de son poste et a quitté le village dans la semaine. Le docteur Vell est retourné à son cabinet, même si je soupçonnais qu'il n'oublierait pas si facilement ce qu'il avait vu. Quant à Madame Plumley, ses roses ne se sont jamais vraiment rétablies ce printemps-là, même si elle a insisté sur le fait que la météo en était la cause, et Émilie, Margaret, a été enterrée sous son vrai nom, non pas en tant que gouvernante, mais en tant que témoin, protectrice, et en fin de compte, victime d'une vérité trop lourde à supporter pour un seul homme. Poirot se tenait au bord de la tombe, son chapeau à la main. « Elle était courageuse, Hastings, » dit-il doucement, « et seule, mais maintenant, au moins, elle est connue. » Plus tard, dans l'après-midi, alors que nous retournions à l'auberge pour prendre le thé,
un rituel que je commençais à soupçonner que Poirot appréciait davantage pour sa symétrie que pour son rafraîchissement. Je lui ai finalement demandé ce qui me harcelait depuis le début. « Dites-moi, Poirot, quand l'avez-vous su? Était-ce le presse-papier manquant, le faux manteau, la fausse monnaie ?» Il sourit par-dessus le bord de sa tasse. « Non, 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 c'étaient des pièces du puzzle, oui, mais ils sont venus plus tard. Le véritable début, Hastings, était beaucoup plus simple, beaucoup plus petit. » « Plus petit ?» J'ai fait écho, toujours, les petites choses, les gestes, le silence, la peur. Il se pencha en arrière et croisa les mains sur son gilet. Quand j'ai rencontré M. Ridley, j'ai observé comment il regardait sa photo, pas avec chagrin, pas avec curiosité, mais avec peur, un scintillement, moins d'1 seconde. Mais c'était suffisant. C'est ce qui m'a dit qu'il la connaissait. J'ai regardé. Mais ça pourrait vouloir dire n'importe quoi. Oui, mais d'après mon expérience, Hastings, la peur, est la seule émotion qu'un homme ne peut pas dissimuler, pas lorsqu'elle survient soudainement. Il contourne le cerveau et saute directement aux yeux. Il se tapota la tempe. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il cachait quelque chose. Pas de preuve, pas de culpabilité, mais l'identité. Et à partir de là, ce n'était plus qu'une question de temps. Il sirota son thé avec une évidente satisfaction. C'est la psychologie, mon ami. L'esprit derrière le masque. C'est là que l'assassin attend toujours. La photographie en question était modeste. Juste un petit cadre sur une commode dans la chambre d'Émilie, prise des semaines avant sa mort. Elle était assise avec l'enfant Ridley, tous deux souriant dans un jardin fleuri à la fin de l'été. C'était ordinaire, inoffensif, mais Poirot, comme toujours, voyait plus. Il me l'a raconté une fois de plus, d'une voix lente et réfléchie. J'avais déjà observé la peur dans l'expression de M. Ridley lorsqu'on m'a montré cette photo. Mais ce n'est que lorsque j'ai vu l'image moi-même et les détails qu'elle contient que j'en ai compris la profondeur. Il montra le coin de l'image. Regardez attentivement, Hastings. Là, à l'arrière-plan, à peine visible, se trouve le bord de la fenêtre du bureau. Et dans son reflet, on peut distinguer Ridley lui-même, debout à l'intérieur, regardant dehors. Je me penchai en plissant les yeux. Mon Dieu, tu as raison. C'est faible, mais indubitable. Et cela signifie que la photo, prise par la gouvernante, sans aucun doute, ne représentait pas seulement la fille et le garçon. Cela l'incluait. Et quand il l'a vue, quand il a réalisé ce qu'elle avait gardé dans sa chambre, il a paniqué. Poirot croisa les mains. Peut-être pensait-il qu'elle le gardait comme preuve, peut-être que cela lui rappelait simplement qui elle était et ce qu'elle savait. Mais la peur, Hastings, était réelle. C'était la graine, et à partir de là, le meurtre s'est amplifié. Je secouai lentement la tête. Pour toi, cela se résume toujours à un détail, n'est-ce pas? Poirot sourit. Mais oui, c'est ça la joie, mon ami. L'âme humaine laisse toujours des empreintes digitales. Nous quittons le village le lendemain matin. Le ciel s'était dégagé, et la campagne, toujours trompeuse dans son charme, brillait sous un pâle soleil printanier. Alors que le train démarrait, j'ai jeté un coup d'œil à Poirot, qui était assis en face de moi, impeccablement habillé, comme toujours, avec une petite valise à ses pieds et un journal plié sur ses genoux. Il était resté silencieux pendant la majeure partie du voyage, perdu dans ses pensées. Mais juste au moment où nous dépassions la crête surplombant le domaine Ridley, il parla enfin. « Vous voyez, Hastings, on ne sait jamais vraiment ce qui se cache derrière des fenêtres respectables. » J'ai haussé un sourcil. « Signification ? Signification, dit-il en joignant les mains.
que la campagne n'est pas si innocente, mon ami. Les rideaux sont peut-être en dentelle, les jardins bien entretenus, mais derrière eux, secrets, regrets, et parfois un meurtre. Je ris doucement. Tu devrais vraiment écrire un livre un jour, Poirot. Il haussa modestement les épaules. Ah, mais je laisse cela à vous et à votre imagination. Je range simplement le désordre des autres. Il se tourna vers la fenêtre et murmura. Même une fille engagée pour apaiser le sommeil d'un enfant peut réveiller un passé mort. Et là, nous retombons dans le doux rythme des rails. C'est près d'une semaine plus tard que la dernière ombre de l'affaire s'est révélée. Un colis est arrivé à notre appartement londonien, expédié depuis l'auberge du village. À l'intérieur se trouvait une petite enveloppe carrée, légèrement jaunie, scellée avec soin, et portant le nom de Poirot dans une écriture soignée et inclinée. La note ci jointe était courte, l'écriture tremblante, mais délibérée. « Monsieur Poirot, je ne sais pas si j'imagine des choses, c'est peut-être juste la peur, mais je crois avoir vu quelqu'un que j'ai connu autrefois, quelqu'un d'avant. Il n'a rien dit, mais je l'ai reconnu. Pas la voix, pas le visage, mais le sentiment. La façon dont il me regardait. Si je me trompe, cette lettre ne sera rien. Si j'ai raison, j'espère que vous découvrirez la vérité. Il s'appelle Ridley maintenant, mais je ne pense pas que ce soit lui. J'ai peur, monsieur Poirot. Pas pour moi, mais pour le garçon. S'il vous plaît, venez si vous le pouvez. Emily Harkwell, Margaret. » Poirot plia la lettre en silence et la posa sur la cheminée. « Elle savait, dis-je doucement. » Poirot hocha la tête une fois. « Oui, et elle cherchait la vérité alors même qu'elle la cherchait. » Il se leva, ajusta ses poignets et dit doucement. « Hélas, elle avoue qu'elle a vu la tempête arriver, Hastings, mais pas avec quelle violence il tomberait. Et voilà que les rideaux tombent sur un énième mystère dévoilé par les petites cellules grises d'Hercule Poirot. Dans un monde de déguisements et de tromperies discrètes, il ne s'agissait pas de force brute, mais le tremblement tranquille de l'esprit, la peur derrière un regard qui révélait la vérité. Poirot a vu ce que les autres ont manqué, pas seulement les indices, mais aussi les comportements, qui a trahi un homme fuyant lui-même. Au final, c'était une photo, un gant manquant, une porte de chambre de bébé verrouillée et surtout l'intuition d'une fille qui a ouvert la voie à la justice. Pour Poirot, ce n'est jamais le bruit du monde qui révèle la culpabilité, c'est le silence qui y règne. Cela dépend toujours du comportement, mon ami. Poirot m'a dit un jour, parce que même le mensonge le plus intelligent marche différemment de la vérité. À quoi j'ai répondu, eh bien, la prochaine fois que quelqu'un regarde une photo trop longtemps, je ne manquerai pas de le signaler à la police. Il n'a pas ri, mais je pense toujours que j'avais raison. Que faire, toi? Pensez-vous que c'est le plus gros indice qui a révélé la culpabilité d'Andrew Ridley? Était-ce le gant manquant, la fausse monnaie, ou son regard effrayé devant la photo d'Emily? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre vos théories, si cela vous a plu. Le mystère d'Hercule Poirot, n'oublie pas de partager et s'abonner sur notre chaîne. Votre soutien nous aide à donner vie chaque semaine à des histoires de Poirot plus passionnantes et plus hallucinantes. Et rappelez-vous, la vérité trouve toujours son chemin, même lorsqu'elle se cache derrière un sourire. En attendant la prochaine affaire, mes amis.